l'honneur redoutable d'être le dernier d'un tel panel a un bon côté. On n'a plus rien à dire. Tout a été dit, et fort bien dit. Et donc, il ne me reste plus grand-chose à faire. Mais quand même, on ne peut pas ne pas respecter au minimum son contrat. D'autant plus que notre ami Bernard-Henri Lévy, qui n'a pas pu être de notre ce soir, m'a demandé de lui faire l'amitié de lire, à titre de message, quelques passages de son bloc-notes du Point, et je lui ai promis de le faire. Alors je le ferai, j'enchaînerai ensuite sur quelques remarques personnelles que vous voudrez bien voir ou non en guise de conclusion. Alors cet article est paru, ce bloc-notes est paru le 16 mars, et il commence par une grande déclaration d'amour à l'État d'Israël. Vous connaissez le style de BHL, je vous assure que ça a du souffle et ça a de l'allure, et ça commence par « J'aime Israël ». Mais je n'ai pas le temps de tout lire, alors je saute directement à l'objet de notre réunion, puisqu'il continue, après cet hymne, il continue par dire « C'est dire mon inquiétude et ma colère au vu de la crise politique et morale qui secoue désormais le pays. » Les apprentis sorciers, dit-il, d'aujourd'hui arriveront-ils alors à leur fin? Heureusement, rien n'est moins sûr, car c'est un vent de révolte qui se lève en Israël même contre ces entreprises suicidaires. Pilotes de chasse de Tsahal qui refusent une séance d'entraînement, réservistes de la marine qui, pour dire le refus d'une démocrature façon Pologne ou Hongrie, bloquent le port de Haïfa, hauts gradés du Mossad qui, parfois à visage découvert, ne craignent pas de parler d'un risque de putsch constitutionnel. Tant de défenseurs et héros du pays qui, les uns après les autres, font savoir qu'ils désobéiraient à des ordres qui mettraient en péril la sécurité du pays. Et puis ces centaines de milliers d'Israéliens qui descendent dans les rues pour rappeler que leurs pères et grands-pères ont libéré un peuple livré jusque-là sans défense au vent du ciel et aux flèches des hommes, et qui ne se sont pas sacrifiés pour que l'aventure finisse dans cette caricature du génie juif que sont les partis religieux d'aujourd'hui. C'est là qu'est l'esprit du sionisme. C'est dans cette société civile magnifique qui est le cœur battant d'Israël. Et ce sont ces forces vives que les Juifs et leurs amis doivent, à tout prix, partout, encourager. Il faudra pour cela garder deux convictions bien en tête. Israël a triomphé de tant de crises qu'il y a peu de doute quant à l'issue et que, dans la longue histoire de cette jeune nation, les mauvais bergers comptent pour peu. Et si je me trompais, si le vent du nihilisme l'emportait pour un temps, si la métaphysique d'Herzl paraissait s'engloutir dans la pire des politiques, il ne faudrait ni céder au découragement, ni tomber dans le piège sournoisement tendu par le mauvais esprit. De même qu'il y a une idée de la France, ou de l'Italie, ou de n'importe quel autre pays, qui survit à cette défiguration. De même Israël serait outragé, abîmé, mais vivant. Jusqu'ici, Bernard-Henri Lévy, et ensuite son pâle successeur. Je me contenterai de trois remarques rapides. En vous écoutant parler, mes amis, dans le langage qui est le vôtre, qui est le nôtre, dans le langage poli, courtois, parfois professionnel, en parlant de dérives populistes, je me suis demandé si ces mots portent bien l'horreur de ce qui nous arrive. Il faut être sur place, il faut voir ces gens, il faut les entendre pour comprendre que dérive populiste est un mot gentil. Nous sommes dans l'urgence absolue.
On a affaire à une équipe de barbares et à une tentative radicale de destruction du régime démocratique israélien. Même ça, ce sont des mots, vous me direz. J'espère qu'ils sont un peu plus forts que dérives populistes. Ils n'en ont rien à faire de la démocratie. Au contraire, ils haïssent la démocratie. La démocratie est un régime grec, donc anti-juif. Je ne parle pas de Netanyahou. Netanyahou, c'est un autre cas. Noah a dit ce qu'il fallait dire de Netanyahou. Et encore, elle était très gentille. C'est un Trump intelligent et cultivé. Il n'y a pas pire. J'aime mieux l'autre. Et donc, face à cette brutalité, face à cette pulsion destructrice, on a fait ce qu'il fallait. Et c'est mon deuxième point. Et je crois que nous sommes en droit de redresser l'échine et d'être fiers de ce pays quand même. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Eux non plus d'ailleurs. Netanyahou le leur. J'ai parlé dans un papier dernièrement de l'ours libéral israélien qui hibernait. Vous savez, surtout quand on vivait à Tel Aviv, on vit bien à Tel Aviv. Et donc, il se passe à côté des choses désagréables. Il se passe même à Tel Aviv des choses désagréables. Mais on s'habitue à tout, vous savez. Surtout que la vie est agréable, qu'il fait beau, qu'il y a la mer, qu'il y a des jolies filles, tout va bien. Et puis, il a fini par se réveiller. C'est-à-dire que les autres étaient tellement confiants que l'ours libéral ne se réveillerait jamais et qu'on allait pouvoir lui faire ce qu'on voulait, qu'il a fini par se réveiller, par se déployer et par rugir. Et quand, vous savez, nous, les autres libéraux, nous sommes des mollassons, en fait, je le disais tout à l'heure à des amis dehors, nous n'aimons pas les conflits, nous n'aimons pas l'affrontement, nous n'aimons pas la confrontation, nous sommes tolérants. Et donc nous voulons bien comprendre l'autre, même quand il nous paraît détestable. Il est difficile de nous mobiliser. Ça prend du temps. C'est vrai pour des individus, comme pour des démocraties libérales, pour des pays. Mais quand nous sommes dos au mur, quand on sent que toute notre patience est épuisée et que nous sommes au bord de la mine, à ce moment-là, nous devenons féroces. Et j'ai pu voir, et c'était un spectacle magnifique, j'ai pu voir mes frères et sœurs démocrates en Israël devenir féroces. J'ai pu voir la haine dans leurs yeux. Et cet éclat m'a fait du bien, parce que c'est une promesse d'avenir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas gagner, parce qu'on ne gagne pas contre toutes les forces vives de son pays. On ne peut pas gouverner un pays s'il y aura toutes les élites contre soi. J'ai remarqué l'autre jour que tous les régimes autoritaires se débrouillent pour diviser les élites et se gagner au moins les faveurs d'une part de ces élites. Partout, regardez bien, que ce soit en Hongrie, en Pologne, au Brésil, partout. En Israël, Netanyahou et les siens sont seuls. C'est quand même extraordinaire. Ils n'ont personne. Il y a eu une lettre de 300 économistes éminents qui ont signé il y a longtemps déjà. Ils n'ont pas trouvé un seul pour prendre la défense de sa réforme judiciaire. C'est quand même remarquable. Alors, c'est vrai en Israël, c'est vrai dans le monde où ça devient, où les gens commencent à regarder Israël, le régime israélien, d'un œil torve et se dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Partout où il va, il est accueilli par des manifestations. Partout où il va, il est humilié par ses autres, de manière plus ou moins dure. On ne peut pas gagner dans ces conditions. Alors, ce que j'ignore, c'est quelle sera la forme de cette victoire, qu'allons-nous en faire?
J'ignore comment tout ça va se terminer. Ce que je sais, c'est que lui ne peut pas gagner, mais je ne sais pas encore comment nous allons gagner. J'ignore encore la forme de contenu de cette victoire. Ce que je sens au fil des manifestations, des papiers que je lis et des discussions avec mes amis, c'est qu'on ne pourra pas, on ne voudra pas revenir à la situation d'avant. Il n'y a pas de retour après une crise pareille, après un passe pareil, après une secousse pareille, un de ces moments rares dans la vie des nations qui divise un avant et un après. On ne revient pas simplement en arrière. Il va y avoir une remise à plat. On va demander des choses qu'on n'a pas osé demander jusqu'à maintenant parce que la vie était comme ça et qu'on s'était habitué. On va demander une constitution. On va demander enfin que l'on se remette en tête et dans le cœur le problème palestinien. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Tout ce qui nous arrive, tous les monstres que nous avons enfantés, les Smotrich, les Ben-Gvir et tous les autres, ils sont tous issus de l'occupation. Ils n'auraient aucune chance. Ils n'auraient aucune chance s'il n'y avait pas eu l'occupation des territoires, s'il n'y avait pas eu ce cancer qui ronge le corps de la nation. Parce que c'est comme le nuage de Tchernobyl, vous savez. Il ne s'arrête pas aux frontières de la France. De la même manière, la pourriture morale dans les territoires, le non-droit, la brutalité ne s'arrête pas. Ça finit par pénétrer. C'est comme ça qu'on a perdu Rabin. C'est un produit de là-bas, lui, Yigal Amir. Et c'est comme ça que nous sommes en train de perdre notre démocratie. Donc il faudra bien s'occuper enfin du problème de l'occupation. Et enfin, troisième point. Troisième et dernier point. Si nous sommes ici, si moi je suis ici, moi qui ne suis pas belge, ni français, ni même européen, techniquement. Belge, français et européen. Si je suis ici, ce n'est pas pour vous dire tout cela et pour vous parler de la politique israélienne. Vous le savez aussi bien que moi. Ce n'est pas pour vous convaincre des bienfaits de la démocratie libérale. Vous êtes aussi convaincus que moi. C'est pour vous demander, pour vous dire que nous avons besoin d'alliés, que nous ne voulons pas être seuls, que les Juifs de la diaspora sont importants pour nous accompagner et nous soutenir dans ce combat. Les Juifs américains le font. Les Juifs européens traînent quand même un peu la patte. C'est pour dire à mon excellent ami Bernard Guetta que nous avons besoin de la voix de l'Europe et que cette voix de l'Europe est bien timide et bien mollassonne et bien couarde, je dirais. C'est vrai pour les autres États démocratiques. On a besoin qu'on nous dise, parce que c'est ça être un ami d'Israël. C'est pas nous caresser dans le sens du poil et dire vous êtes merveilleux. C'est dire vous êtes en train de vous enfoncer. Vous êtes en train de perdre vos repères. Réveillez-vous. Et si vous ne vous réveillez pas, nous vous aiderons à vous réveiller. Nous avons des moyens pour ça. Tu vois bien ce que je dis, Bernard. Nous en avons parlé, et toi et moi. Et je cherche, c'est pour ça que ce Policy Working Group existe. C'est un petit groupe, mais nous agitons beaucoup, nous écrivons des lettres aux ministres, aux parlementaires, nous essayons de les convaincre de l'urgence du problème. Alors, je sais bien que l'historien que je suis est censé ignorer l'idée d'irréversibilité. Rien n'est irréversible, sauf la mort. Mais justement, j'ai peur qu'au-delà d'un certain seuil, notre situation devient vraiment irréversible. Et là, je ne parle pas de la démocratie. Je crois que nous allons emporter cette manche-là. Mais si nous ne résolvons pas le problème palestinien, si nous
si vraiment nous nous enfonçons dans l'alternative mortifère de l'apartheid ou de la guerre civile, à ce moment-là, le sort même d'Israël sera en jeu. Et il sera trop tard pour dire on aurait dû les aider à ne pas arriver là. Donc, nous avons besoin d'alliés. Je vous en supplie d'y penser tous les matins, en vous rasant ou en vous maquillant. Merci beaucoup. Je ne peux pas ne pas répondre à la question que Elie Barnavi vient de me poser au député européen que je suis. La réponse est d'une simplicité, si j'ose dire, biblique. La Shoah fut européenne. Et dans ce Parlement, le poids de la culpabilité européenne reste si gigantesque qu'il est extraordinairement difficile, non pas d'aborder, mais de faire réagir le Parlement sur ce qui se passe en Israël aujourd'hui, ou tout simplement sur la question de la colonisation depuis tant d'années. Très dernièrement, à la dernière plénière du Parlement, nous avions un moment sur la crise politique en Israël, c'est comme ça qu'on disait, la crise politique en Israël. J'ai terminé mon intervention en plénière en disant que nous avions des moyens de pression évidemment politiques, mais aussi économiques sur le gouvernement israélien, et j'ai senti le froid glacial d'une gêne absolue tomber sur la salle, parce que la Shoah était européenne et que la culpabilité reste immense. Mais justement. Mais non. Ne me dites pas mais justement. Évidemment que je sais mais justement. Je vous dis simplement ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, ça compte. Ça compte, et je peux vous dire que bien avant cette affaire du changement judiciaire en Israël ou de la tentative d'eux, j'ai essayé plusieurs fois, enfin pas j'ai essayé, j'ai fait plusieurs fois des interventions en groupe, en plénière, mais je sentais à chaque fois cette gêne paralysante dont je vous parlais à l'instant.